La rétrospective de la semaine. Pays invité d'honneur à ce cinquantenaire du FESPACO, le Rwanda se hisse sur la plus haute marche du podium à travers le film The Mercy of the Jungle du réalisateur Joel Karekezi qui s'empare de l'étalon d'or de Yenenga. L'étalon d'argent est décerné au film Karma de Khalid Youssef de l'Égypte. Le bronze revient au cinéaste tunisien Mahmoud Ben Mahmoud pour son œuvre intitulée Fatwa. Le Burkina Faso se taille une bonne place dans la catégorie documentaire long métrage en raflant le premier prix avec le Loup d'or de Balolé de Aïcha Boro. Le deuxième prix revient au Marocain Jawad Rali pour son documentaire titré Au temps où les Arabes dansaient. L'Afrique du Sud remporte le troisième prix avec le documentaire Whispering to Truth de Shamela Sedat. Toujours dans cette même catégorie et en court-métrage, le Poulain d'or revient à Charity Rezian Nampazo et Andrea Lanetta du Kenya et de l'Italie pour leur œuvre intitulée Contre toute attente. En court-métrage fiction, c'est le Tunisien Amel Gelati qui remporte le Poulain d'or. Au niveau des prix spéciaux, les cinéastes burkinabés occupent une bonne place en remportant 6 prix sur 14. En plus du prix de l'Assemblée nationale et celui de la ville de Ouagadougou, Apolline Traoré se voit décerner le prix du meilleur décor pour son long métrage d'errance. La cérémonie de clôture de la 26e édition du FESPACO a connu la présence des présidents maliens et rwandais ainsi que celle de l'ancien président du Ghana John Jerry Rawlings. La prochaine édition, c'est du 27 février au 3 mars 2021. Le poing levé, arme à la ceinture, habillé en tenue militaire, la statue du président Thomas Sankara trône désormais au Conseil de l'Entente, lieu où il a trouvé la mort le 15 octobre 1997. Cette statue est bâtie en bronze d'une hauteur de 5 mètres et le tout sur un socle en béton de 3 mètres de haut en forme pyramidale, à 4 faces comportant sur chacune 3 effigies des camarades de Thomas Sankara. C'est un symbole de renaissance de la révolution démocratique et populaire, selon le président du Comité international mémorial Thomas Sankara, Bernard Sanou. Nous déclarons solennellement que là où le capitaine Thomas Sankara a perdu la vie, c'est là où il faut le faire renaître. Les grandes dames de ce bourreau croyaient s'en être débarrassées. Ce complexe sera un lieu de mémoire, célébrant la victoire de la vie sur la mort. Le président du Faso, qui a assisté à cette cérémonie, a salué l'initiative et a saisi l'occasion pour revenir sur le dossier judiciaire. Rochmar Christian Kaboré. Ça fait déjà 33 ans que cela dure. Il y a la recherche, la justice qui est en cours. Et nous avons bon espoir que nous arriverons à faire en sorte que ce dossier puisse être enfin jugé et que les responsables soient connus, même si beaucoup ont perdu la vie entre-temps pour différentes raisons. C'est l'occasion également de saluer le Comité international mémorial Thomas Sankara qui également se bat pour ce mémorial. Et nous les encourageons et nous espérons en sorte, en tout cas autant que les moyens sont possibles, pour les aider. Le frère du leader de la révolution, quant à lui, visiblement ému et toujours sur le socle, n'a pas voulu dire mot sur les lieux. Pascal Sankara. Vraiment, excusez-nous, nous sommes pris dans l'émotion. Vraiment, ici, c'est pas le lieu, quoi. Hein? Vraiment, comprenez-nous. Sinon, on veut bien parler. Non, laissez comme ça, laissez comme ça. C'est bon. Non, c'est bon. L'ancien président ghanéen et ami de Thomas Sankara, Jerry John Rawlings, qui a assisté à la cérémonie, a traduit également sa satisfaction de voir la mémoire du père de la révolution burkinabé réhabilitée à travers la construction du mémorial. Les initiateurs du projet ont par ailleurs laissé entendre que les travaux des autres infrastructures du mémorial débuteront dans quelques semaines. Aussitôt découverte le samedi dernier, la toile s'est enflammée pour dénoncer le visage de la statue du président Thomas Sankara, qui selon elle ne reflèterait pas les traits caractéristiques du visage de l'homme. Et face à la presse ce matin, le Comité international mémorial Thomas Sankara a tenu à s'expliquer sur la situation. Nathalie Nyam, représentant du parrain Jerry John Rawlings. Comme nous l'avons dit, cette statue n'est pas achevée. Il y avait la volonté de faire coïncider l'hommage à Sankara avec le FESPACO. On vous l'a dit, la statue a été initiée par le ministère de la Culture. Lorsqu'elle a été à un certain stade, ils ont rétrocédé ce monument au CIMTS. Donc nous avons pris sur nous de faire le dévoilement de la statue ainsi que des tableaux et des bustes des 12 autres victimes. Mais comme nous savons que c'est une œuvre provisoire, il n'y a pas d'état d'âme à avoir,
La statue a été recouverte, mais soyez rassurés que au sein du CMTS ainsi qu'au sein du gouvernement burkinabé, c'est pas des aveugles. Chacun a vu que ça là, c'est pas fini. Tout en présentant ses excuses, la représentante du parrain a par ailleurs signifié que des dispositions seront prises pour corriger ces imperfections. Nous allons prendre l'entière responsabilité à partir de maintenant pour nous assurer que l'œuvre finale reflète pour tous, qu'une personne ait des lunettes ou n'en ait pas, qu'elle soit bien voyante ou malvoyante, d'en haut ou d'en bas, de gauche ou de droite, quel que soit l'angle où vous vous trouvez, vous reconnaissiez Thomas Sankara. Le comité international mémorial Thomas Sankara a saisi également cette occasion pour faire le point de l'appel à contribution. Selon la structure, plus d'1 milliard de francs CFA de dons et de promesses en nature et en espèces sont déjà sur la table. Le colonel-major Sanou Pierre était le premier témoin à défiler à la barre. Il affirme qu'il a été convié le 16 septembre à une réunion de la CRAD par la hiérarchie militaire. Sa déposition reste similaire à celle des autres membres de la CRAD, mais toutefois il précise qu'à l'issue de l'échec des négociations avec le général Diendéré, les membres de la CRAD ont demandé au général d'assumer le coup de force dans le but de mettre fin aux exactions qui se commettaient en ville par les éléments du RSP. Une déclaration qui a égayé le général Diendéré, qui a entonné qu'il avait bel et bien l'onction de la hiérarchie militaire dans son action. Après le colonel-major Pierre Sanou, c'est le colonel-major Kouessier, commandant du groupement central des armées au moment des faits, qui s'est présenté au prétoire. D'entrée de jeu, il précise qu'il n'a pas participé à la réunion du 16 septembre et qu'il a eu vent de tout ce qui s'est passé dans la journée du 16 septembre à travers ses contacts et les médias. Selon les explications de l'actuel attaché de défense de la représentation permanente du Burkina à Abuja, c'est la réunion de la CRAD du 17 septembre qu'il a participé. Au cours de la dite réunion, les témoins soutiennent que le général Gilbert Diendéré est arrivé et a apporté un certain nombre d'informations ayant trait à la situation aux membres de la CRAD, déclare le témoin avant de préciser que celui-ci a dit que ce qui se passait était un mouvement d'humeur des éléments du RSP qui s'est soldé par un coup d'État dont il assumait la responsabilité. Il reste également constant, comme ses prédécesseurs, que c'est le général Zagré qui a présidé la rencontre et non le général Gilbert Diendéré. Il a également confié lors de sa déposition que des éléments du RSP ont à un moment donné fait irruption au sein du mess des officiers, si aux encablés de la place de la Nation, où ils ont fait des tirs en l'air. Après le colonel-major Kouessier, c'est le lieutenant-colonel Sandaogo Henri Paul Damiba qui a fait sa déposition. Commandant du 36e régiment d'infanterie de Dori au moment des faits, il affirme avoir entré en contact avec le général Diendéré et le chef de corps du RSP, le commandant Abdoulaziz Korogo, pour comprendre la situation lorsqu'il a appris le 16 que les autorités de la transition avaient été arrêtées. Il précise qu'il était à Ouagadougou le 16 dans le cadre d'un atelier des élections et que le général lui aurait dit de passer le voir au niveau de son bureau pour de plus amples informations. Il ajoute que c'est de retour à Dori à la date du 27 septembre qu'il a reçu un appel d'une personne qui s'est présentée comme le général Gibril Bassolé. Il dit être surpris de cet appel car celui-ci ne le connaissait pas. Le parquet militaire qui a lu la retranscription de la conversation téléphonique fait ressortir des éléments de conversation dont entre autres passages comme celui-ci, je cite: « Vous faites mouvement pour Ouagadougou ? Non, mon général, je n'ai pas encore l'intégralité. » À la lecture de ce passage, les témoins, tout en reconnaissant la conversation, nient en bloc ce passage. Des propos corroborés par Maître Kam de la partie civile, qui dit également avoir écouté l'audio et souligne des incohérences entre l'audio et la retranscription. Des propos pris comme du pain béni pour Maître Dieudonné Bonkongu, avocat du général Bassolé, qui a évoqué des manœuvres de manipulation, de montage et de trucage des écoutes téléphoniques dont il avait dénoncé depuis le début de l'interrogatoire de son client. Après le lieutenant-colonel Henri Paul Damiba, c'est le responsable des services des licences et assignations de l'ARCEP, Jérémy Yilboudo, au moment des faits, qui s'est présenté à la barre. Il a fait également une déposition similaire à celle des autres membres de l'ARCEP, en signifiant qu'ils ont fait l'objet de menaces et d'injures dans le cadre de leur mission de recherche de la radio dite pirate qui émettait pendant les événements. L'audience se poursuit demain avec toujours l'interrogatoire des témoins au tribunal militaire. La rétrospective de la semaine.
L'audience de ce mercredi s'est ouverte par un débat entre les différentes parties au procès autour d'une pièce versée au dossier par le parquet militaire. La dite pièce est un relevé d'appels téléphoniques du général Gilbert Diendéré qui mettrait en lumière les appels effectués le 16 septembre, notamment entre le général Gilbert Diendéré et le contrôleur général de police Lazare Tarpaga. Après avoir pris connaissance de cette pièce, la défense du général Diendéré a demandé au tribunal de la retirer. Selon maître Olivier Yelkouni, il s'agit d'un acte d'information que le parquet a réalisé, ce qui n'est pas de son pouvoir. Pour lui, cela remet en cause le principe du procès équitable qui veut que toutes les parties soient traitées sur un pied d'égalité. Cette pratique, poursuit l'avocat, viole les dispositions de l'article 156 et 205 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 110 du Code de justice militaire qui stipule que ce pouvoir est dévolu au président du tribunal et non au parquet qui est une partie au procès au même titre que la défense. Maître Latif Dabo, un autre avocat de la défense, va dans le même sens que Maître Yelkouni en signifiant qu'une fois l'instruction clôturée, il n'appartient pas au parquet de faire une réquisition à personne qualifiée. Pour le parquet militaire, les dispositions invoquées par les avocats de la défense sont inappropriées à la situation présente. Il s'appuie ainsi sur l'article 427 du Code de procédure pénale qui indique que, hormis le cas où la loi dispose autrement, les infractions peuvent être démontrées par tout moyen de preuve, quitte à être débattues contradictoirement. Il dit toutefois comprendre ce qu'il a qualifié de levée de bouclier de la défense, puisque cela bat en brèche sa stratégie de défense qui s'effondre selon le parquet comme un château de cartes. Le parquet militaire est soutenu par les parties civiles qui, par la voix de Maître Guy Hervé Cam, dit comprendre que cette pièce est plus qu'une arme de guerre, un véritable missile qui désorganise la défense du général. En réponse, Maître Olivier Yelkouni estime que la pièce n'a même pas la capacité de nuisance d'un lance-pierre. La décision de retirer ou non la pièce sera communiquée aux parties avant la clôture des débats. Passé cette étape, le témoin Jérémy Ilboudo termine sa déposition et c'est l'archevêque de Bobo-Dioulasso qui est appelé à la barre pour donner sa version des faits. Dans son récit, il explique qu'il a quitté Bobo-Dioulasso pour Ouagadougou le 16 septembre 2015 à 14h où il devait prendre part à une activité de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Il recevra en cours de route successivement des appels du directeur de cabinet de la présidence puis du chef d'état-major général des armées pour l'informer de la situation. Monseigneur Paul Ouedraogo indique avoir été sollicité par le général Pengno Zagré pour aider à résoudre la crise. Une fois à Ouagadougou, avec le quadrillage de la ville, une escorte est envoyée pour le conduire au ministère de la Défense. À son arrivée, il constate que le général Diendéré rendait compte à l'ACRA d'une mission. Ce qu'il dit retenir principalement, c'est que le général Diendéré a dit qu'il est impossible pour les hommes de revenir en arrière. Il souligne avoir remarqué que la hiérarchie militaire n'était pas d'accord. Monseigneur Paul Ouedraogo reconnaît avoir été de la délégation pour rencontrer les hommes et tenter de les raisonner au camp Nabakom 2. Il explique que d'entrée de jeu, le capitaine Dao a pris la parole pour évoquer deux préalables. D'abord, il souligne que la manière dont les sages ont résolu la crise du mois de juillet avec le premier ministre Yacouba Isaac Zida n'a pas été satisfaisant et que le président avait pourtant donné sa parole que le RSP ne serait pas dissous. Par la suite, le capitaine Dao signifia que le problème fondamental de ce pays, c'est l'exclusion. L'archevêque de Bobo-Dioulasso affirme qu'il aurait voulu lui poser la question de savoir si le RSP avait des candidats qui avaient été déclarés inéligibles, mais le contexte ne s'y prêtait pas. Il soutient qu'ils ont fait l'objet de menaces au camp Nabakom 2 et au finish, les éléments ont décidé de ne pas les écouter. De retour au ministère, le point est fait et le général Diendéré décide d'assumer le coup de force. Monseigneur Paul Ouedraogo indique que c'est le général Diendéré qui a signifié que le coup d'État est consommé, mettant fin du coup à leur mission. Avec le président Jean-Baptiste Ouedraogo, il quitte la réunion. Cette version converge avec celle de la plupart des témoins issus de la CRAD. Soucis sanitaires dus aux grossesses précoces, mortalité maternelle et infantile, déperdition scolaire, ce sont entre autres des conséquences du mariage des enfants. C'est pour contrer de tels effets néfastes que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF part en croisade contre la pratique. Ainsi, la structure a lancé à partir de ce mercredi 6 mars une campagne dénommée « Ne m'appelez pas madame ». À travers celle-ci, l'UNICEF entend que tous comprennent que le mariage des enfants n'est pas une bonne chose
et s'en saisissent pour le combattre. Le spécialiste en protection de l'enfant à l'UNICEF, Désiré Yamiogo, donne une idée du message qui va être véhiculé au cours de la dite campagne. Nous voulons que nos filles grandissent en bonne santé, qu'elles soient bien éduquées, qu'elles puissent exprimer tout leur potentiel et qu'elles puissent participer au développement de leur pays. Il ne faut pas les marier tôt. Un enfant est pour l'UNICEF toute personne de moins de 18 ans. Une vision qui n'est pas en harmonie avec la législation burkinabé. La question de l'âge légal au mariage au Burkina, ça pose toujours un problème, puisque dans le code des personnes et de la famille, les filles peuvent se marier à 17 ans. Et même que sur autorisation des parents, on peut se marier à 15 ans. Nous sommes en train de faire un travail de plaidoyer et de lobbying pour que le code des personnes et de la famille soit révisé pour relever l'âge légal au premier mariage au Burkina Faso à au moins 18 ans. Au Burkina Faso, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance avance que 52% de femmes et filles sont mariées avant 18 ans et 10% le sont avant 15 ans. La structure note aussi que plus de 27 millions d'enfants sont mariés en Afrique sur des centaines de millions dans le monde. Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré détient de précieuses informations sur les terroristes qui endeuillent le Burkina Faso. C'est la conviction des partis politiques membres du chef de file de l'opposition politique. Au cours de leur traditionnel point de presse, ils ont indiqué qu'aujourd'hui, c'est au président Kaboré de collaborer pour que l'on mette la main sur des terroristes. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, président de la DFRDA et principal animateur de ce point de presse, justifie cette position par le fait que le président du Faso aurait déclaré le 21 février à la Deutsche Welle qu'il a reçu à Kosiam des leaders terroristes. Selon lui, le président du Faso a commis la grave erreur de s'asseoir avec des responsables terroristes et de les laisser repartir. L'opposition demande ainsi la publication de la liste nominative de ces leaders terroristes avec leurs photos à l'appui ou à défaut leur portrait robot afin que n'importe quel Burkinabé ou ami du Burkina qui aurait des informations sur eux puisse saisir les forces de défense et de sécurité ou l'Agence nationale de renseignement. Dans certains pays, le président du Faso aurait été mis en accusation pour haute trahison pour avoir accueilli ou rencontré les ennemis de la nation en temps de guerre, a laissé entendre Maître Gilbert Noël Ouedraogo. Sur la question des réfugiés internes du fait de la situation sécuritaire, l'opposition politique évoque des risques de famine, de conflits fonciers et d'émergence de fléaux urbains. Le CFOP propose de ce fait une campagne nationale de solidarité à l'endroit des réfugiés. Au sujet du mouvement d'humeur à la police nationale qui a cours depuis lundi, les conférenciers ont invité le Premier ministre à ouvrir des négociations avec les représentants des policiers. L'opposition politique a par ailleurs au cours de ce point de presse dénoncé la politisation du FESPACO et du 8 mars. La confection de la loi au Burkina Faso, enjeux, limites et perspectives. C'est le thème de cette conférence publique initiée par le ministère de la Communication à l'occasion de la rentrée parlementaire du gouvernement. Pour le conférencier du jour, il faut réviser de meilleures lois qui puissent répondre aux besoins des populations. Médégué Traoré. L'enjeu ici est à la fois politique, social et parfois il est culturel même. Mais l'enjeu surtout aujourd'hui, c'est d'éditer de meilleures lois. Que les lois soient des réponses aux vrais besoins des populations. Vous devez déjà projeter ce que la loi risque de produire comme effet, comme impact dans la population. Il ajoute que certaines lois votées présentent des limites. Face à cela, le conférencier propose des solutions. Il y a beaucoup de limites. La première limite, c'est l'insuffisance des légistes. Très peu de légistes. Je vous ai dit qu'à l'Assemblée nationale, même les légistes, les spécialistes sont au nombre de 2. Et au niveau du gouvernement, il n'y a pas de légistes dans les ministères. L'une des propositions que je fais, c'est qu'il devrait avoir aussi une direction de la législation dans chaque ministère, parce que c'est l'une des grosses limites qu'on a, qu'à l'Assemblée nationale, on augmente le nombre d'assistants parlementaires, donc d'experts, le nombre d'administrateurs parlementaires. Présent à cette conférence, le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandino, dit saluer le thème qui, de son point de vue, se trouve au carrefour des préoccupations liées à l'état de droit et à la démocratie. La rétrospective de la semaine.
Mercredi 6 mars 2019, nous sommes à la carrière de granit de Pissi, située à la sortie ouest de la ville de Ouagadougou. Sous un soleil de plomb, un monde majoritairement constitué de femmes s'active autour des tas de granit. Sur une étendue à perte de vue, ces tas sont constitués certains de blocs de granit et d'autres de petits morceaux. Nous nous dirigeons vers un hangar de fortune recouvert de sachets plastiques faisant office de toit. Là s'y trouve Adissa Ouedraogo, une septagénaire, marteau à la main, concasse des blocs de pierre, une activité qu'elle dit exercer pendant plus d'une vingtaine d'années. Je suis ici il y a de cela 28 ans. Le travail est très pénible, mais c'est ici aussi qu'on gagne notre pain. Chacun travaille en fonction de ses forces et ce que tu gagnes t'appartient. Bien avant, elle transportait des blocs de pierre depuis le trou de la carrière, mais aujourd'hui, au regard de son âge, elle se limite au concassage de granit, d'où la diminution de ses revenus. Le travail est devenu pour moi très dur. Je n'ai plus la force pour travailler, mais je n'ai pas d'argent ni à manger. Je suis obligé de payer les blocs de pierre pour concasser. C'est très dur. Si tu payes, c'est pas bénéfique. Si tu payes les blocs à 2000, tu peux pas concasser et revendre à 5000 francs. Et le travail n'est pas sans risque. Adissa Ouedraogo a un doigt enfilé dû à une blessure. Tu vois ceci, quand j'ai voulu concasser la pierre, le marteau m'a blessé au doigt. Plus de 3 jours, le sang coulait. Je n'ai pas eu de moyens pour aller me faire soigner. C'est les résidus du granit que j'ai mis sur la blessure et je continue de travailler. Vu ces dures conditions de travail, la septagénaire lance un cri de cœur à l'endroit des autorités. Nous voulons qu'ils viennent nous donner des poulets, des chèvres pour que nous entreprenions dans l'élevage. Parce que nous-mêmes, nous n'avons plus de force pour venir ici. Nous prions Dieu pour qu'il leur donne les moyens, pour qu'il puisse nous aider. Même son de cloche, c'est Abiba Tiamtore, présidente des femmes de la carrière. S'ils écoutent, ils nous aident avec du matériel. À la carrière ici, il y a des enfants et des personnes âgées. Donc si les autorités pouvaient aider les femmes, surtout les vieilles femmes, ce sera bien. Elles ne peuvent plus entreprendre ailleurs. Mais il y a des jeunes qui sont là et qui peuvent toujours travailler s'ils ont de l'aide. Awa Ouedraogo, une autre septagénaire assise à côté de leurs responsables, estime que la réduction du chômage des jeunes apparaît comme le remède pour bon nombre de vieilles femmes de quitter la carrière. Je suis ici avec mes enfants. Certains sont allés à l'école, mais ils n'ont pas eu du travail. Donc si l'État peut trouver du travail pour ceux qui sont allés à l'école, cela allait nous soulager. Nous les vieilles, mais nous sommes tous ici à la carrière de granit. Mais en attendant que l'État résolve la situation, Awa et ses compagnes devraient encore nouer les pailles pour braver le soleil, la poussière, les maladies et la fatigue pour pouvoir assurer leur pitance du jour et autres besoins vitaux. Cette 162e journée internationale de la femme rime toujours avec des conditions difficiles des femmes dans nombre de contrées du Burkina Faso. Dans la capitale, la situation n'est pas si rose pour toutes. Par manque d'emploi décent, certaines sont obligées de squatter des bas-fonds dans les périphéries de la ville qu'elles transforment en carrières de sable. C'est le constat que nous faisons à Ouidi, un quartier situé aux confins de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Là, des femmes creusent dans les profondeurs du bas-fond à la recherche des mottes de terre qu'elles transportent à la périphérie, tamises à la main pour y soustraire
ce qu'elle présente comme du sable. Une fois ce produit fini, rassemblé en tas, il faut attendre maintenant qu'un acheteur improbable se présente. Parmi les travailleuses de cette carrière de sable figure Azeta, une vieille qui ploie sous le poids de l'âge, visiblement très fatiguée et dont les mots peinent à sortir de sa bouche. Elle dit fréquenter cette carrière quotidiennement. Pour subvenir à mes besoins, je vends du sable que je ramasse ici au prix de 1500 francs le tas. Le marché est morose et nous n'avons pas régulièrement des acheteurs. Cela fait plusieurs jours que ces tas sont là. Personne ne vient. Nous espérons trouver de la clientèle parce que nous n'avons que ça à faire. Pour subvenir également à ses besoins, Clarisse, une jeune femme, est aussi une habituée de cette carrière de sable. Elle dit s'adonner au ramassage du sable depuis la fin de la saison pluvieuse par manque d'emploi. Notre préoccupation principale, c'est surtout le manque d'emploi. Sans emploi, il est difficile de payer la scolarité de ses enfants. Pour ce qui concerne la journée internationale de la femme, Clarisse confie ignorer son sens et son origine. Mais elle se rappelle que de par le passé, elle s'y intéressait. À l'occasion de la journée du 8 mars, les femmes organisaient des réunions et des cérémonies de réjouissance à travers des groupements féminins. Mais aujourd'hui, nous avons un foisonnement des groupements. De plus, les femmes ne s'entendent plus. Nous avons donc cessé nos activités. Ainsi, pendant que d'autres femmes sont dans des cadres de réjouissance et de réflexion durant cette journée du 8 mars 2019, Clarisse, elle, tout comme la vieille Azeta, passeront la journée dans la carrière de sable, leur lieu habituel de travail. La rétrospective de la semaine. L'affaire Sim Faso refait surface. On se rappelle qu'en 2017, le bimensuel Courrier confidentiel révélait le contenu d'un rapport d'expertise sur la gestion de la cimenterie du Faso Sim Faso, mettant en cause Inoussa Kanazoe, l'administrateur général de la société. Suite aux révélations faites par le journal, le procureur du Faso s'était saisi de l'affaire et a lancé des poursuites contre lui et plusieurs autres responsables de la société. Ainsi, le 24 avril 2017, les charges retenues contre l'homme d'affaires sont rendues publiques. Ce sont entre autres des faits de faux en écriture de commerce, d'usage de faux en écriture de commerce, d'abus de confiance aggravé, de tromperie du consommateur, de fraude fiscale. Mais en date du 23 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Ouagadougou délivrait une ordonnance de non-lieu dans cette affaire au bénéfice de l'homme d'affaires Inoussa Kanazoe. Mais l'affaire était loin d'être close. En effet, le 28 février dernier, nous apprend Courrier confidentiel sur sa page Facebook, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Ouagadougou a fait voler en éclats le non-lieu accordé par le juge d'instruction. Pour cette chambre, rapporte le journal, il existe bel et bien, je cite, des charges suffisantes des chefs de complicité de blanchiment de capitaux et de complicité de faux en écriture de commerce à son égard. Fin de citation. Selon le journal, la chambre, statuant contradictoirement en matière criminelle et en dernier ressort, a prononcé la mise en accusation de Inoussa Kanazoe et de 5 autres personnes. Ils sont ainsi tous renvoyés devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou pour y être jugés conformément à la loi. Et en attendant, une ordonnance de prise de corps a été décernée à l'encontre de chacun d'eux. Après le non-lieu prononcé en sa faveur, en juillet 2018, Inoussa Kanazoe avait accusé à son tour le Courrier confidentiel de dénonciation calomnieuse. Il avait saisi la justice et avait réclamé que le journal lui verse à titre de dommages et intérêts plus de 7 milliards de francs CFA.